Profitez de votre programme avec la compagnie fiduciaire Grésivaudan, expert comptable et commissaire aux comptes. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, si on parlait du Tour de France qui va passer 3 jours en Isère la semaine prochaine, à l'occasion de découvrir un peu plus les coulisses de cet événement planétaire qui fait toujours autant rêver le public. Et pour parler de ce sujet, je reçois Rémi Loubet et Gabin Mantubé. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous êtes deux cyclistes amateurs, mais qui se sont frottés cet été au parcours 100% isérois de l'étape entre la Tour du Pin et Villard-de-Lans. On verra dans quelques instants ce que ça a donné. En face de vous, Laurent Gras. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Restaurateur installé au sommet de la Bastille, mais également cuisinier de luxe pour l'équipe AG2R, notamment sur le Tour de France. Et puis, dernier invité de cette émission, Andy Flickinger. Bonjour Andy. Bonjour. Ancien coureur professionnel. Vous en avez fait plusieurs, vous, des grands tours, Andy, dans votre carrière. Oui, j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs grands tours. Donc voilà, voir le Tour de France revenir à Grenoble aujourd'hui, c'est vraiment une très belle chose. Un Tour d'Italie, un Tour d'Espagne et deux Tours de France, vous confirmez ? Oui, c'est ça, je confirme. Vous avez notamment participé au Tour du Centenaire, c'était en 2003. Vous aviez d'ailleurs animé la première étape, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Oui, je me souviens, là, j'ai revu quelques images récemment, donc oui, j'avais animé la première étape de ce tour. On vous voit là d'ailleurs dans une échappée à 3. Ouais, c'est ça, on était 3 Français à l'avant. Moi, je courais pour prendre le maillot blanc, parce que j'avais fait un bon prologue la veille, et puis mes 2 compagnons d'échappée, eux, se battaient pour avoir le maillot à pois. Voilà, c'était une étape assez facile, assez plate, et puis c'est arrivé au sprint avec une victoire d'Alessandro Petacchi. Vous rouliez presque comme des motos qui vous suivaient là. Maillot blanc, c'est le meilleur jeune oui. sur le Tour de France. C'est galvanisant, j'imagine, d'être échappé sur une course comme celle-là. Oui, après c'est toujours important. Un coureur professionnel, voilà, c'est aussi un homme sandwich. C'est un coureur qui doit faire voir aussi les couleurs de son équipe. Après, on a toujours l'espoir de remporter une étape. C'est le Graal pour tout coureur. Donc voilà, on essaye chacun à sa manière d'obtenir cet objectif. Bon, ce jour-là, ça n'avait pas marché, mais en tout cas, c'était une belle journée à l'avant, voilà. On ne s'est pas passé loin à plusieurs reprises d'ailleurs sur le Tour. Cette année, sur le Tour 2020, il y a eu de nombreuses chutes. Plus de la moitié des coureurs sont tombés, par exemple, sur la première journée. Ça a d'ailleurs compromis les chances de victoire de Thibaut Pinot. À l'époque, ça tombait autant, c'était aussi tendu les étapes du Tour de France dans le peloton ? Oui, ça a toujours été tendu. Moi, personnellement, mon premier tour, je suis tombé 5 fois en 5 jours. Donc voilà, ça a toujours été très tendu. Après, cette année, c'est un petit peu particulier. Ils ont rencontré du verglas d'été. Voilà, on est sur la Côte d'Azur. Ça peut être tout bon ou tout mauvais. Malheureusement, ils ont eu de la pluie. Donc voilà, les conditions étaient vraiment très particulières. C'est dommage pour Thibaut Pinot, effectivement. Mais après, voilà, ça fait partie de la course, ça fait partie du métier. Donc voilà, il faut s'adapter aux conditions météo rencontrées. Les images qu'on vient de revoir, c'était sur cette première étape de 2003 où il y avait eu une grosse chute massive également très spectaculaire. Le Tour, vous l'avez également fait en voiture en tant que directeur sportif. Oui, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de tours en tant que directeur sportif. C'était une super expérience. C'est vrai que j'avais encore un dossard accroché, quoi. Je vivais ça à travers mes coureurs. Bon, d'autant plus que la première année où j'ai été directeur sportif, on avait gagné 3 étapes cette année-là, donc c'était magnifique. Le maillot à pois aussi avec Thomas Vauclair et un très beau classement général avec Pierre Roland. Donc voilà, on avait une très belle équipe Europcar à l'époque. Et voilà, j'ai pu vivre plein de choses avec ces coureurs. C'est plus reposant d'être dans la voiture quand on fait le tour ou sur le Non, vélo, honnêtement, directeur sportif, c'est vraiment un métier à part. C'est très stressant. Il y a beaucoup de préparation aussi parce que les coureurs, on est quand même leurs yeux, on est leur guide. Et en plus de ça, voilà, il faut faire des bons choix aussi avec les coureurs. Il faut aussi les conditionner pour leur faire comprendre qu'ils sont capables d'aller chercher des étapes. Parce qu'il y a toujours aussi ce stress et cette peur de la victoire sur le Tour de France. Donc voilà. Non, c'est vraiment un métier très intéressant et j'ai vécu de très belles choses sur le Tour de France. Aujourd'hui, Thomas Vauclair, par exemple, continue à faire le Tour de France en tant que consultant sur la moto. Il y a beaucoup d'anciens coureurs qui travaillent encore sur cet événement. Vous, ça ne vous a pas tenté? Vous n'êtes pas nostalgique de ce grand rendez-vous du mois de juillet, même si cette année, il a lieu au mois de septembre?
Non, je ne suis pas nostalgique. Aujourd'hui, j'ai fait un choix. Je suis parti dans la restauration comme Laurent. Voilà, bon, à un autre niveau évidemment, mais je suis très content d'avoir fait ce choix. Ça fait maintenant 1 an que je ne suis plus directeur sportif, donc j'avais besoin d'être sédentaire, j'avais besoin de voir autre chose. Je suis toujours un passionné de vélo, mais le Tour de France, j'en ai fait beaucoup. Ça demande beaucoup de sacrifices aussi au niveau familial, au niveau un petit peu tout. Donc non, je suis très bien. Je le regarde à la télé, je passe de très bons moments. Et voilà, à l'intérieur du décor, je le connais parfaitement, donc ça ne me manque pas, honnêtement. Alors vous avez ouvert effectivement un restaurant à Grenoble qui s'appelle Au Petit Jardin. On voit quelques images, là, ça donne dans le jardin de ville. C'est quand même un nouveau métier. En plus, vous avez lancé l'affaire quelques mois avant le confinement. Ce n'est pas l'idéal là, quand on est dans la restauration. Effectivement, ce n'est pas l'idéal, mais bon, voilà, je crois que ce confinement a touché beaucoup de corps de métier. En tout cas, la France a subi tout ça comme l'Europe, comme le monde entier. Donc bon, je vais pas pleurer sur mon sort. Je suis très content d'avoir ce beau restaurant sur le jardin de ville. Voilà, on a fait un très bel été et j'espère qu'on fera un très bel hiver. Bon, on a vu que... je ne sais pas si c'est les burgers là qu'on voit, si c'est la nourriture la plus diététique pour les coureurs, on dit. Non, effectivement, c'est sûrement pas la plus diététique, mais je pense que les coureurs, de temps en temps, aiment bien manger un bon burger. Bon, vous êtes donc collègue avec Laurent Gras, chez le Père Gras à la Bastille. C'est un établissement qu'on ne présente plus. C'est un restaurant qui se mérite. Laurent, notamment quand on y va en vélo. Hein. C'est ce que je voulais dire, surtout si vous venez à vélo. Exactement. Bah oui, on a la chance d'être au sommet de la Bastille. La Bastille, c'est un haut lieu du cyclisme dans les Alpes, avec l'histoire du cyclisme en général et du Critérium du Dauphiné libéré en particulier. La chute de Bernard Hinault dans la descente de Col de Porte et ensuite sa victoire au sommet de la Bastille en 77. Donc voilà, ça. Et puis après de nombreux rendez-vous avec la double victoire de Thierry Claverola. Luc Leblanc pour les Français. Là les images qu'on est en train de voir, vous ne les avez pas, vous, dans les écrans de retour, mais c'est Bernard Hinault qui met pied à terre dans la Bastille. On est dans le Critérium du Dauphiné 1977. Il est en tête et pour autant, ça paraît incroyable aujourd'hui, il s'arrête, il descend de vélo, tellement c'est raide. Il s'arrête et il descend de vélo. Alors je pense qu'à l'époque, peut-être la préparation des braquets n'était pas la même. Ils ont peut-être été surpris par les dénivelés, surtout en fin d'étape comme ça. Et bien voilà, même les champions mettent le pied à terre pour monter à la Bastille. Et là, il franchit quand même la ligne en vainqueur. Et vous étiez là ce jour-là, vous étiez gamin. Oui, alors j'avais 6 ans moi, donc j'étais là, je m'en souviens très bien. Et le protocole à l'époque n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Et avec ma sœur de 3 ans, on a été embarqués pour remettre les fleurs aux vainqueurs et sur le podium avec Van Hiep, Thévenet et Hinault. Et Lucien Van Hiep, qui était deuxième, m'a offert sa casquette. Voilà, vainqueur du Tour sortant 76. Et voilà, donc d'où ma passion pour le vélo. Vous n'aviez pas de mérite à être là puisque l'arrivée, c'était devant le restaurant de vos parents. Donc là, vous n'aviez pas trop le choix. Et effectivement, vous évoquiez la chute de Bernard Hinault. Ça avait été le cas quelques minutes avant cette montée de la Bastille dans le col de Porte. Là, ce qu'on voit, c'est des images un peu plus actuelles. On vous voit aux manettes sur le Giro, parce que vous aussi, vous faites les grands tours, Laurent, depuis quelques années. Alors, je fais les grands tours aussi. Alors, je n'ai pas eu la chance de les faire sur le vélo. Je n'ai pas ces compétences-là. Alors, j'ai mêlé ma passion et mon métier pour arriver à être au sein d'une équipe professionnelle. Et donc, effectivement, on accompagne les coureurs sur les 150 jours de course World Tour sur tout le calendrier de l'année. Ça démarre avec quelques classiques en Belgique. Ensuite, on enchaîne avec Paris-Nice, Tirreno, Pays Basque, Tour de Catalogne également, le Critérium, le Giro, le Tour de France et la Vuelta. C'est on va dire un calendrier costaud. Ouais, tout à fait. Un beau programme. Vous êtes plusieurs à vous relayer. On a monté une équipe. Vous aussi, une équipe de voilà, exactement. Il y a chefs. Il y a le team Père Gras pour le team AG2R La Mondiale. Donc, en fait, on se relaye. J'ai actuellement un salarié qui est sur le Tour de France, que je vais relayer la semaine prochaine. Et j'en ai un autre qui est sur Tirreno Adriatico, qui se déroule en même temps. Cuisiner comme ça, d'hôtel en hôtel, en itinérant, j'imagine qu'on n'est pas dans les mêmes conditions que quand vous êtes là-haut chez vous à la Bastille. Alors effectivement, le côté difficile, c'est le côté itinérant à gérer, parce que faire à manger pour 8 coureurs, même si on a un cahier des charges bien réglementé, bien strict, c'est notre métier. Donc 8 personnes, on va y arriver, c'est sûr. Par contre, on part d'un hôtel le matin, on arrive dans un autre le soir. On ne connaît pas les locaux, on ne connaît pas la matière première qui va nous être mise à disposition. Alors même si on
on a travaillé en amont au téléphone avec le chef, avec le responsable de l'hôtel. Il y a toujours des surprises, il y a des surprises logistiques. Parfois, vous êtes coincé, vous crevez, enfin voilà, et on a un timing à respecter obligatoirement parce que le coureur, lui, qu'on a eu des difficultés pour rallier l'hôtel, il a fait sa journée, il est fatigué et ce qu'il souhaite, il a qu'une envie, c'est de passer à table à l'heure, manger tranquillement et privilégier son temps de repos. Souvent, en général, sur le Tour de France, on ne mange pas à midi, Andy, hein, vous confirmez Non, on mange pas à midi, on mange tôt le matin, ensuite... voilà, on mange bien sûr sur le vélo et c'est vrai que le soir on a une petite collation avant le repas qui se trouve après les massages, donc c'est souvent assez tard. D'autant plus que là cette année ils ont décalé un petit peu les horaires de départ et d'arrivée avec les transferts. Des fois on passe souvent à table aux alentours de 22h, 22h30 quoi. Qu'est-ce qui décide des menus? C'est vous, Laurent? Comment ça se passe? Qui est fait. Moi, on va dire que je suis, enfin, nous les cuisiniers, on est le bras armé du côté médecine et diététicien et nutritionniste. Il y a vraiment une équipe en personne d'Éric Bouva qui gère le pôle médical de l'équipe AG2R La Mondiale. Ensuite, on a une diététicienne et un micronutritionniste et on travaille de concert sur l'élaboration des menus pour avoir quelque chose d'équilibré et qui varie également sur 3 semaines pour bien répondre au cahier des charges de nutrition. Mais le cahier des charges de nutrition, on va dire qu'il y a 3 volets. Le premier, effectivement, il faut donner la bonne essence dans le moteur pour que le cycliste ait vraiment tout ce qu'il faut pour performer. Ensuite, il y a un espace-temps à respecter, c'est-à-dire être à l'heure, évidemment, pas mettre 1h30 ou 2 heures pour dîner parce que c'est du temps de repos qui est gâché. Et 3, il y a un côté plaisir aussi. Donc c'est ce côté-là qui est intéressant aussi pour nous, où on est des professionnels de la cuisine. Et on va amener une petite touche plaisir parce que sur les journées des cyclistes sont longues et ce moment-là vient clôturer une journée avec une course au milieu. Et donc voilà, c'est le moment où on devrait apporter un peu de plaisir, un peu du bonheur à table, où ils se détendent pour passer une bonne nuit derrière. C'est important pour vous manger. C'est que les coureurs, ils ont une ligne parfaite. Ça doit être compliqué quand on est un gourmet de se retenir. Comment ça se passait, vous vous souvenez? Ouais, c'est compliqué, mais c'est vrai que c'est pas la pensée première des coureurs à ce moment-là. Ils veulent vraiment bien s'alimenter. Après, c'est très bien aujourd'hui d'avoir des camions restaurants, d'avoir des chefs qui sont là justement pour pallier toutes les carences, hein, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tout part de la nourriture, donc pour les coureurs, c'est très important. Il y a des coureurs qui vont prendre du poids pendant un gros tour, il y a des coureurs qui vont perdre beaucoup de masse musculaire, donc c'est très bien de travailler avec les diététiciens, justement comme disait Laurent, travailler avec les médecins pour essayer de compenser. Nous, en l'occurrence, à l'époque, chez Europcar, on était vraiment très proche des coureurs et les coureurs n'avaient pas forcément le même repas et les mêmes quantités, voilà. Donc ça, c'est très très important, c'est vraiment le carburant du coureur, quoi. Alors il y a un autre Isérois cette année dans le Tour, en plus de Laurent Gras et de son équipe, c'est Nons Peters, qui a remporté dès la première semaine une super belle étape du Tour de France. Qu'est-ce que vous lui avez donné à manger ce jour-là, Laurent? Non, ou la veille plutôt? Non, c'est un gourmet, mais c'est un super pro et il fait très attention également à son équilibre alimentaire. Alors je ne sais plus le menu type du jour, mais ils ont toujours une soupe chaude ou froide en fonction de la température extérieure. Ils ont une petite entrée plaisir avec peu de protéines, surtout du végétal. Ensuite des pâtes du riz en quantité assez importante. Et enfin une protéine avec des légumes, des fibres cuites. Et puis un laitage bien sûr et un dessert. Donc ça peut être des desserts assez simples, un petit peu sur le sucre aussi, mais voilà, tout bien équilibré. Bon, en tout cas, elle était très équilibrée pour cette belle victoire. C'est son premier tour. Il remporte une étape. Il l'avait déjà fait dans le Tour d'Italie l'an dernier. C'est important dans une carrière cycliste. À la limite, si on doit en gagner qu'une ou deux, il vaut mieux gagner sur le Tour de France, Andy. Oui, c'est une évidence. Après, chapeau, hein. Il a fait 3 grands tours dans sa carrière. Je crois qu'à la Vuelta, sa première Vuelta, il avait fait 2e ou 4e d'une étape. Il n'était pas passé loin. L'an dernier, il gagne une magnifique étape sur le Giro. Cette année, sur le Tour de France, il n'y a rien à dire, hein. Voilà. Après, il va falloir une bonne remise en question pour trouver de nouveaux objectifs. Mais tous les coureurs courent après ça. Et je pense que son futur objectif, ce sera de gagner l'étape sur la Vuelta. Quand on a gagné sur les 3 grands tours, ça classe le bonhomme quand même. Donc, chapeau. Vous qui faites du vélo, vous avez à peu près le même âge que Nons Peters, c'est un peu plus âgé, les garçons. Vous n'avez jamais eu l'occasion de le croiser? Il a démarré ici sur l'agglomération grenobloise? Non, j'ai jamais eu l'occasion de le croiser. Je crois qu'il est originaire du Trièvre. Il est originaire de Trièvre, ouais. Un peu derrière, ouais. J'ai une connaissance qui roule parfois avec lui au niveau du trail, Nicolas Martin, qui roule
dans le trial Avec un avec grand lui. trailer. Ouais. Voilà. Mais sinon, on n'aura jamais eu l'occasion de croiser sur les routes. Je crois qu'il est copain aussi avec Émilien Jacquelin, champion du monde de biathlon. Nance, est-ce que les coureurs du Tour de France, Laurent, ont le droit à un petit verre de vin pour accompagner les plats que vous leur servez? Normalement, quand on est dans un bon restaurant, ça va de pair. Alors normalement non. Après les soirs de victoire, ce sont des soirs un petit peu à part. Souvent il y a la photo avec la coupe de champagne, mais bien souvent elle n'est pas bue. Et parfois une bouteille de vin rouge qui est partagée à 8 coureurs en cas de victoire ou en cas d'un maillot ramené. Ils sont vraiment très sérieux, très appliqués. Il y a vraiment une conscience professionnelle qui est là. Et c'est vrai que ce sont vraiment des gains marginaux et ils ne veulent pas gaspiller 0,00% de chance de performer. Donc ils sont vraiment très précautionneux. Bon, alors il faudra qu'ils attendent d'avoir fini leur carrière pour goûter au vin de Grenoble, puisque... Le Tour, déjà. Le Tour, voilà. Oui, c'est vrai. Ils ont une période un peu plus creuse pendant l'hiver. Parce que on vous voit là en train de faire les premières vendanges du vin de Grenoble en dessous de votre restaurant sur les coteaux de la Bastille. Voilà, alors ça c'est un autre chapitre, mais on a eu la joie de pouvoir replanter 1 hectare autour du restaurant. Donc historiquement, il y avait 5,5 hectares que mon grand-père exploitait. Et c'est un projet assez ambitieux qu'on a mené et sur lequel on a été beaucoup accompagné par bon nombre d'amis, clients et aujourd'hui ambassadeurs donc, de cette vigne. Et on a replanté donc du chardonnay, de la verdesse et 3 cépages en rouge, des cépages locaux, persan, mondeuse et douce noire. On a récolté le chardonnay dimanche dernier, on a récolté la verdesse en surmûrie un petit peu, à l'image de nos amis alsaciens en vendange tardive. Nous, on ne l'appellera pas comme ça, bien sûr. Normalement, le 27 septembre, pour avoir un vin blanc moelleux qui accompagne un peu nos foie gras et un vin de dessert, un vin un petit peu féminin, on l'espère. Le chardonnay en vin blanc tranquille d'abord. Et puis un rouge d'assemblage avec les 3 cépages que j'ai cités pour avoir un vin qui peut se boire sur la fraîcheur assez rapidement ou qui peut se conserver également. La première cuvée du vin de Grenoble, c'est pour quand alors ça va sortir en bouteille normalement au printemps pour le chardonnay. La verdesse, ce sera un peu plus tard, sans doute en septembre. Vu le petit volume, parce que ça va être assez modeste et assez confidentiel cette année, on va peut-être commercialiser ça à l'issue de notre deuxième vendange en 2021, septembre 2021. Voilà, ça, c'est pas encore établi. Bon, il y en aura peut-être dans les restaurants de la Bastille quand même, ouais, pour le client. On va en servir bien sûr dans notre établissement. On va en mettre dans quelques cavistes à Grenoble aussi, puis quelques bonnes tables aux alentours de Grenoble aussi. Alors l'événement, avant d'attendre la cuvée, c'est le passage du Tour en Isère à partir de la semaine prochaine. Andy, les coureurs vont passer 3 jours à Grenoble. C'est pratiquement rarissime dans un Tour de France de rester 3 jours dans la même ville, dans le même hôtel. Ouais, c'est assez rare, ça va leur faire du bien, pouvoir poser les valises pendant 3 jours. Ils vont pouvoir bien récupérer, d'autant plus qu'il y a une journée de repos complète. Et puis, voilà, ils ont quand même du boulot. Hein. La veille de la journée de repos, une étape très difficile avec le Grand Colombier, une étape de repos, une étape dans l'Isère qui est magnifiquement dessinée. Et puis après, derrière, ils enchaînent encore de la montagne. Donc voilà, c'est très bien pour la région. Je me répète un petit peu, mais je suis très content de revoir le Tour de France sur Grenoble. Ce n'était pas le cas ces dernières années, malheureusement à cause de problèmes politiques. Donc voilà, je suis ravi qu'il y ait eu un compromis de trouver et qu'on puisse voir du vélo dans la région. On est une terre de cyclisme, donc c'est vraiment très bien. Alors votre ancienne équipe, les AG2R, vont loger à l'hôtel Lesdiguières. Laurent, c'est un établissement que vous connaissez très bien, hein. Cet hôtel d'apprentissage qui tourne, il n'y en a que 4 en France qui tournent grâce aux étudiants du lycée du Clos d'Or et de Beaumarchais. Exactement. L'hôtel Lesdiguières, c'est une école hôtelière dans laquelle j'ai fait mes classes. Et l'hôtel était le seul espace d'application. Donc on apprenait à cuisiner, à recevoir des clients, à servir, à les héberger également. Et avec Eddy Fourna, qui est aujourd'hui chef des travaux là-bas à l'hôtel, on a fait nos classes ensemble il y a quelques années de ça maintenant. Et on a bien travaillé ensemble avec ASO pour essayer d'obtenir de loger une équipe et en particulier AG2R pour leur offrir un petit moment de bonheur sur les routes du Tour.
Alors, chez AG2R, il y a Romain Bardet. Romain Bardet, il aura la chambre 39. On a eu le droit à une petite visite en avant-première ce matin. Là, voilà la chambre 39. Alors, il loge à 2 les coureurs du Tour. Il sera avec Mickaël Cherel. Il y a des petits bonbons à la Chartreuse, paraît-il. On les voit pour les accueillir. C'est toujours par 2, on dit, dans les chambres pendant les grandes courses. Oui, toujours par 2, ou autrement, cas exceptionnel, un coureur malade, donc il y a une chambre supplémentaire. Et voilà. Mais sinon, oui, c'est par 2, sinon la soirée est un peu longue. Le seul qui aura le droit à une chambre un peu plus luxueuse et individuelle, c'est les membres du staff et notamment le directeur sportif. Alors chez AG2R, c'est Vincent Lavenu. Voilà la chambre qui l'attend. Finalement, il vaut mieux être directeur sportif que coureur sur le Tour, Andy. Ouais, c'est un avantage, directeur sportif. Voilà, on dirige, donc on a une chambre individuelle. Donc voilà, mais bon, des fois c'est un petit peu long aussi, hein, Mais pour se reposer, c'est quand même bien d'être seul. Bon, surtout que là, ils seront très reposés, les coureurs, puisque c'est interdit au public avec les mesures sanitaires. Donc là, il y aura peu d'occasions pour les Grenoblois, malheureusement, de profiter de cette présence des coureurs cyclistes pendant 3 jours dans la capitale des Alpes. Après le repos, le lundi 14, ils attaqueront une étape 100% iséroise que Rémi et Gabin connaissent bien, et pour cause, puisque vous l'avez pratiqué cet été. Alors vous êtes tous les 2 membres du GUC Triathlon. On fait plutôt du vélo, de la natation et de la course à pied en triathlon, pas uniquement du cyclisme. Rémi, ce challenge que vous avez relevé, c'est le département qui a lancé le défi cet été. Oui, c'était une initiative du département. Le but, c'était de créer un segment Strava, donc c'est pour ça que j'ai été recruté. Ce qui m'a fait rire, c'est que quand on m'a recruté, on m'a dit bon, le but c'est que tu sois battu, donc ça m'a fait extrêmement plaisir. Alors bien sûr, on sera largement battu le jour du passage des coureurs. Mais oui, le but c'était de créer donc ce fameux segment Strava pour qu'ensuite des Isérois viennent se frotter à cette étape qui est assez difficile en Isère, qui parcourt les 3 massifs. Et voilà, ensuite il y a un classement automatique qui se fait sur l'application. C'est l'occasion de venir tester, de voir à quoi ressemble une vraie étape des coureurs du Tour de France. C'est l'occasion aussi de faire une traversée en fait à travers le département qu'on n'a pas franchement l'habitude de faire. Quand on roule autour de Grenoble, on monte sur un massif et puis on redescend souvent sur la vallée. Et du coup, c'est un parcours un petit peu inédit avec de la plaine, un passage proche du lac de Paladru, ensuite la traversée du massif de la Chartreuse, on redescend côté Grésivaudan, on remonte sur Beldonne. Et enfin, on remonte sur le plateau du Vercors par la côte de Saint-Nizier. Et on arrive à Villard-de-Lans, sur le domaine de Côte 2000. Donc c'est une étape où il va sûrement se passer des choses. Et nous, à vélo, avec Gabin qui a battu le record, c'est une étape assez difficile quand même. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses. On le voit là, en accéléré, le parcours 100% isérois. Et pour ceux qui ne sont pas des spécialistes de Strava, c'est une application qui permet de chronométrer sur un parcours identique. Donc, pour le coup, l'étape iséroise du Tour de France, les temps de différentes personnes à différents moments, en vélo, ou éventuellement en course à pied ou en trail pour certains parcours. Et donc, Rémi a fait le temps de référence. Si je m'abuse, 5h55, c'est ça à peu près C'est bien ça. Rémi, pour 164 km. 3 côtes, 2 cols, dont le col de Porte. On n'est pas loin des 3000 mètres de dénivelé, donc un vrai parcours de costaud quand même. Et Gabin n'a pas été très sympa avec Rémi, puisque vous êtes allé titiller, voire battre même son record. Hein. Eh oui. Jeudi dernier, du coup, je me suis lancé. Il y avait une météo vraiment adéquate pour rouler longtemps dans la journée. Et du coup, voilà, je me suis lancé sur ce parcours. Ayant connaissance de ça par des connaissances au département et par Rémi qui l'avait fait dans l'été. Donc j'avais suivi un peu ça. C'est un peu ce genre de défi qui peut me plaire, de se challenger sur un parcours assez sollicitant quand même. Parce que c'est vrai que l'enchaînement des 3 massifs fait quand même mal à la fin. On finit bien fatigué. Et voilà, du coup, peut-être que j'ai eu des conditions un peu meilleures que Rémi au niveau météorologique, parce qu'il l'a fait pendant la canicule, en août. Moi, j'avais des températures un peu plus clémentes, mais j'avais la difficulté de le faire vraiment tout seul, sans voiture d'assistance. Donc, il fallait vraiment préparer ses ravitaillements, notamment. Donc, bien voir où étaient les points d'eau, à quel endroit on pouvait s'arrêter, et prévoir toute la nourriture pour
pour une épopée qui a duré pour moi 5h49. 5h49, c'est le record à battre pour l'instant sur ce segment Strava. Ça fait une vraie différence, Andy, de courir comme Gabin tout seul sur une étape de 164 km ou d'être dans un peloton du Tour de France avec de quoi se ravitailler régulièrement, pas avoir besoin de porter tout son stock sur le dos pendant la course. Une énorme différence, je dirais même. Bon, déjà par rapport à la circulation, les routes du Tour sont complètement fermées. Et puis il y a cette inertie du peloton, cette bataille à très haut niveau, parce qu'on parle quand même des meilleurs coureurs du monde sur la plus grande course du monde. Donc forcément, il va y avoir un écart de temps qui va être important. Mais je crois que c'est bien, il faut les féliciter. Se lancer comme ça dans la bataille, essayer de faire un temps, c'est beau. D'autant plus que l'étape, elle est très escarpée, c'est pas facile. Donc voilà, je crois qu'il ne faut pas comparer. En fait, ce n'est pas comparable. Le principal, c'est de vous comparer, vous. C'est déjà super. Bon, le département de l'Isère avait d'ailleurs déjà organisé une journée de promotion de l'étape en novembre dernier. On va avoir quelques images avec un petit peloton qui était parti de la Tour du Pin et un invité de marque, même s'il y avait Christian Prudhomme, Bernard Thévenet, etc. Mais il y avait Nance Peters ce jour-là qui était sur la ligne de départ. Voilà, on le voit en train de se préparer. Nance, qui avait participé donc, à cette course découverte, en tout cas, du parcours. Vous aviez également la circulation à gérer, Rémi. La route n'était pas coupée pour votre challenge. Non, là, c'était bien sûr sur route ouverte. Alors, bien sûr, c'est différent. Il faut faire très attention dans les descentes. Les traversées de ville aussi. Les traversées de ville, il y a feu rouge à Voiron, notamment. Donc, pour les Isérois qui vont éventuellement se lancer là d'ici mardi sur ce challenge, il faut bien faire attention aux véhicules, aux traversées, aux priorités. Et voilà, on n'est pas les rois de la route. C'est un sport qui reste dangereux quand... hors circulation et dans la circulation, c'est toujours dangereux, donc attention. Allez, 5h49, si vous voulez battre ce record, il faut le faire avant mardi, parce que je pense que mardi, la barre sera trop haute. D'ailleurs, un petit pronostic pour cette étape, la Tour du Pin, Villard-de-Lans. Qui vous voyez en tête à Villars, et donc le nouveau recordman du segment, Andy? Un pronostic, je pense qu'on retrouvera les meilleurs à l'avant, d'autant plus que c'est le lendemain d'une journée de repos, c'est toujours compliqué. Une échappée peut aller au bout, mais allez, un pronostic, je ne vais pas prendre trop de risques. Ça laisse le temps à Laurent de réfléchir. Non, j'aimerais bien un Français, donc pourquoi pas Nance Peters. Allez, un doublé chez lui, ça serait beau. Moi, j'aurais bien dit, comme on dit, on est un peu chauvin, nous, à la Bastille, et surtout en Isère. Donc, Nance Peters venant de chez nous, je vois bien Nance Peters ou un autre Français, un Guillaume Martin, ce serait super, ou évidemment Romain, ce serait top. Romain Bardet, les garçons, vous avez un petit pronostic? Gabin, qu'est-ce que tu dis, toi? Moi, du cœur, ce serait Thibaut Pinot. Ah, ce serait beau aussi. Moi, je reste sur Alaphilippe. Il y a des belles descentes sur cette étape. Bon, vous restez français. Vous savez quel est le dernier vainqueur du Tour dans une étape qui arrivait à Villard-de-Lans? Charlie Mottet? Non, Lance Armstrong. Ah non, du Tour. C'était Lance Armstrong en 2004, effectivement. Le Tour n'était pas revenu, en tout cas, n'avait pas connu d'arrivée à Villard-de-Lans depuis 2004. Andy était encore coureur d'ailleurs à l'époque. Voilà, une arrivée qui malheureusement risque de se dérouler à huis clos. Ça, c'est le gros problème du Tour 2020. Donc, on regardera ça à distance. Mais avant ça, il y aura une fête du vélo ce week-end en Isère autour du lac de Paladru samedi, avec notamment une circulation réservée aux cyclistes. Et puis dimanche 13 septembre, ça se passera dans le parc du Château de Visil avec de nombreux spectacles d'artistes circassiens autour du vélo, un escape game géant, des initiations au vélo électrique et puis l'expo que vous voyez là en image qui s'appelle Tour de fête du photographe Michel Gazarian. C'est ouvert à tout le monde, accès libre toute la journée du dimanche après-midi au château de Visil. C'est organisé par le département de l'Isère. Merci en tout cas à tous les quatre. Bonne étape devant votre télé, évidemment. Et puis nous, on se retrouve dès demain pour d'autres aventures. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait. C'était Si on parlait avec la compagnie fiduciaire Grésivaudan, expert comptable et commissaire aux comptes.